c'est une drôle d'histoire. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler sur cette tondeuse, c'est une tondeuse à herbe, il y a à peu près un an et demi, parce que j'en avais tout d'un coup un peu marre des arts plastiques et de faire des formes qui signifient des choses. Donc voilà, j'ai retrouvé ce plaisir de la mécanique que j'avais quand j'étais plus jeune, de faire fonctionner des moteurs, de travailler sur des logiques d'avancement, de comment ça se déplace, toutes ces choses-là, et puis faire ce qui m'intéressait beaucoup, ce qui m'a toujours intéressé beaucoup, c'est l'espèce de rigueur de la mécanique quand même. Ça m'a toujours très passionné. Alors, il y a quelque chose, il y a tout un vocabulaire qui est vraiment équivalent au vocabulaire langagier, d'une certaine manière, c'est-à-dire on construit un objet avec des règles, avec des grammaires, ce qui est l'équivalent d'un langage. Pour moi, ça a toujours été ça. Et puis j'avais laissé tomber ça au profit d'autres techniques. Et donc je me suis parti sur la construction de cette tondeuse à gazon. Et puis, l'air de rien, tout ça, ça a soulevé des tas de questions. Les gens qui sont bloqués derrière la porte, là. Ça a soulevé des tas de questions. D'abord, qu'est-ce que signifie, c'est quoi l'acte de tondre? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on tond? Quelle fonction ça peut avoir? Voilà. Donc, est-ce que c'est pour emphatiquement imposer un ordre humain à la nature, c'est-à-dire que faire des chemins, faire des choses comme ça? Est-ce que c'est pour détruire l'herbe? Est-ce que c'est insupportable, l'herbe? Donc, tout d'un coup, ça soulève des questions comme de cet ordre-là. Alors, bon, donc pourquoi? Pourquoi tondre? Ensuite, alors je ne me rappelle plus, tout ça c'était... Oui, voilà, tondre, c'est quoi? Ça signifie quoi? Alors, il y a le volet détruire qui m'a assez intéressé quand même. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce véhicule qui avance comme ça, qui est l'air de rien là, il est extrêmement puissant, c'est-à-dire qu'il est difficile à arrêter. Et en plus, il tombe de manière implacable. C'est-à-dire que quand il pénètre... Oui, il y a une arme dessous. Ouais. Et qui tourne avec un bon moteur. Tout ça, c'est sérieux. Hein. Et c'est-à-dire qu'il peut disparaître dans un buisson, il fout tout en l'air dans le buisson. Donc il y avait un côté vraiment, on détruit quoi, on détruit quelque chose. Alors c'est fascinant en même temps. Alors je repensais, est-ce qu'on pourrait associer à cet objet-là un mot, une phrase, quelque chose qui accompagnerait le mouvement de la destruction? Et je repensais aux chars soviétiques de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient toujours sur lesquels on peignait des slogans très de la propagande, hein, bien sûr, mais on pouvait écrire Vladimir Mayakovsky sur le tank, ce qui est quand même moi ça drôle de truc quand même. Hein. Bon. On pouvait écrire ça, on pouvait écrire tuer la vermine fasciste. Bon, c'est aussi voilà, c'est des choses qui ne sont pas anodines. Donc associer à des mots comme ça, une phrase qui est une espèce comme une exhortation à l'action, hein, sur un objet qui est un objet qui se trouve dans le monde et qui transforme le monde d'une certaine manière en détruisant une partie de son apparence. Bon. Alors ça, c'était la partie de la destruction. Donc, bon, j'ai pas mis de slogan particulièrement virulent dessus.
Ensuite, il y a qu'est-ce que j'ai mis mettre un nom, imposer un ordre humain à la nature. Donc il y avait par exemple tracer un chemin, c'est-à-dire dans un champ ça ne sort pas dans tous les sens, faire un itinéraire que l'être humain, normal, peut emprunter et se déplacer au milieu de ce chaos, sinon. Voilà. Alors, il y a ça peut être intéressant. Il y a aussi, alors tout d'un coup, une autre idée, c'était d'en faire une machine à écrire. C'est-à-dire que ça se fait, hein, il y a des gens qui ont fait ça, c'est-à-dire que programmer la machine de telle manière qu'elle trace des lettres dans l'air, qui ferait finalement un texte qui serait lisible depuis le ciel, ou je ne sais pas, ou depuis rien du tout, mais qui serait potentiel, qui serait dans le territoire, quoi, qui serait inscrit. On pourrait écrire Mayakovsky. Ah, absolument. On pourrait écrire. Alors là, la question, à nouveau, qu'est-ce qu'on va écrire? Quel sens ça peut avoir de plaquer du mental comme ça, de l'écriture sur de la nature? Ça a un sens? Ça n'a pas de sens? Oui, ça soulève des interrogations, l'air de rien. Alors après, la question du guidage. C'est-à-dire, si en admettant qu'on veut écrire un texte, comment on va gérer les déplacements de cette machine? Parce qu'une machine comme ça, il y a plusieurs manières. Soit on la laisse totalement libre de divaguer comme elle veut, c'est-à-dire qu'elle fait n'importe quoi, sauf qu'elle va s'arrêter assez vite. Elle va rencontrer un obstacle plus puissant qu'elle, et puis elle va s'arrêter. Hein, parce qu'elle a beau être très forte, il y a quand même plus fort qu'elle, donc elle va s'arrêter. Donc ça a un intérêt limité. Alors ensuite, est-ce qu'on va lui imposer un programme? Ah oui. Alors, le programme, tout d'un coup, le programme, c'est la question de la liberté. Est-ce qu'on va associer à cette... Est-ce qu'on va lui faire obéir à des lois qui la dépassent, quoi? C'est vraiment la question de la liberté. Oui. Vaste problème. Mais si elle est libre, elle s'arrête, elle peut aller nulle part. Oui, voilà. il faut la laisser. Oui, mais ça ne va pas durer très longtemps, quoi. Si elle rencontre un motoculteur, un arbre. Oui, c'est ça, un plus gros qu'elle. Alors, quand même, dans ces modes de guidage, il y a des choses plus ou moins intéressantes. Mais t'es venu avec Assis? Comment? Non, j'ai transporté dans la voiture, et puis elle est descendue de la voiture toute seule, parce qu'elle est capable de monter des pentes. Non. Ça serait aussi une façon de l'accompagner. Donc, dans les méthodes de guidage, il y a beaucoup de techniques différentes. Il y a, par exemple, un petit programme qui fait que quand elle rencontre un obstacle, il y a ce qu'on appelle un switch qui fait qu'elle retourne en arrière, et ainsi de suite. Enfin, ça peut durer longtemps. Si c'est entre deux arbres, elle fait des allers-retours comme ça continuellement. Mais c'est un programme quand même, cette chose-là. Elle n'est pas totalement abrutie, elle ne continue pas à essayer de pousser sur l'arbre qui lui fait... Donc c'est un début d'intelligence quand même, qui est dans le... Est-ce Voilà. qu'elle a un prénom? Enfin, c'est pour l'instant un peu intime, mais... non, mais j'en parlerai peut-être à la fin. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a tous ces degrés d'intelligence plus ou moins élaborés. Hein, donc le premier truc, c'est on fait des allers-retours entre deux obstacles. Ensuite, on fait comme je ne sais pas si vous connaissez les aspirateurs ménagers simplistes. Ils rentrent dans un mur, ils reculent, ils font un quart de tour et voilà, ils finissent par faire leur travail de manière un peu malhabile et besogneuse et pas très élégante.
Donc c'est une forme d'intelligence un peu mieux, mais qui n'est pas très exaltante non plus. Après, il y a des systèmes, parce que je parle de ça, on est en plein développement de la robotique quand même actuellement. Donc c'est intéressant tout ça, tout ce qu'on peut soulever comme problème. Après, il y a ce qui s'appelle des systèmes philo-guidés, c'est-à-dire que la machine suivrait un fil électrique noyé dans le sol qu'on ne verrait pas, avec un système de champ électrique, donc elle se cale automatiquement sur un trajet qui sera toujours le même, mais voilà, elle n'est pas très libre non plus. Là, elle n'est même pas du tout libre. Elle suit un rail, même s'il est invisible. Ensuite, il y a les systèmes cybernétiques, enfin autorégulés, c'est-à-dire que là, il faut avoir un petit ordinateur embarqué qui a des capteurs, qui a suffisamment de logique pour éviter les obstacles en fonction de leur nature, et puis appliquer la consigne qu'on lui a donnée. C'est-à-dire, si on veut lui faire écrire un texte, il faut que le retour entre l'ordinateur et le réel soit... voilà. Alors là, on peut parler d'une intelligence un peu plus forte. À ce moment-là, à ce degré-là, je trouve que c'est trop malin presque. C'est un peu trop technologique, c'est un peu une exhibition technologique, un peu trop. Voilà, ça m'intéresse déjà un peu moins. Voilà. Je pense qu'il faut faire des choses assez simples, sans passer par des procédures trop complexes. Donc voilà, je suis en plein désarroi vis-à-vis de ça. La dernière chose étant, est-ce que par rapport à une machine comme ça, est-ce qu'on peut en faire un théâtre? C'est-à-dire, est-ce que cette chose-là, cette machine-là, elle pourrait porter une sorte de métaphore poétique ou théâtrale? Est-ce que ça pourrait représenter un personnage, par exemple? Est-ce que ça pourrait raconter une histoire? Voilà, donc c'est la question, j'en sais rien. Ça peut raconter plein d'histoires, mais ça peut être grotesque, ça peut être ça peut être un Don Quichotte, par exemple, hein, évidemment. Mais ça peut être, je sais pas. Attila, oui, mais enfin, c'est un petit Attila. C'est un Attila pour les taupes, quoi. C'est déjà pas mal, vu de... C'est déjà pas mal. Et alors, tu l'as fait marcher? Oh ben, on peut la faire avancer. Ah oui. Pour l'instant, elle n'est pas très impressionnante parce que je vais la faire marcher. Voilà, donc si elle marche pas, bah oui, mais elle va pas tomber là. Et donc voilà, l'idée c'est que. Elle monte sur les pieds aussi, non? Elle monte sur les pieds. Ah oui, elle monte sur les pieds, mais elle écrase les pieds. Il faut pas se laisser monter sur le pied avec, vous allez avoir le pied écrasé. Faire une espèce de corrida, alors... Il a peur de la faire marcher. T'as peur de la faire marcher, en fait. Tu la contrôles pas complètement, en fait. Hein. Pardon. Ah oui, c'est une belle lame, hein, c'est une belle faucheuse. Attention au mur. Alors ça c'est la petite vitesse. Mais fais tourner la lame, fais tourner la lame. Fais tourner la lame. On a le temps de fuir. Heureusement. C'est sur les pieds maintenant. Hein. Attention, recule. Parce que ça c'est fait pour lorsqu'elle passe sous la barre, ça
C'est pas dans le temps. C'est à plusieurs vitesses quand même. Oui, il y a deux vitesses. À deux vitesses. C'est sympa. Parce que sinon, quand t'as C'est ça la deuxième vitesse. quand on verra, Mais tu sais, vu la jungle à Fréville, il vaut mieux qu'elle aille lentement, hein, parce que... ouais, c'est le débroussailleux, c'est pas le conduit. Ah ouais, mais attends, à Fréville, il faut débroussailler, hein. T'as des ronces, Non, non, c'est bon. Est-ce qu'il y a des broussailles à la fin? Non, ce qu'il y a, c'est que ça marche quand même. Est-ce qu'elle va bien que ça? Contrairement à plein d'autres. Ah non, non, C'est une super Et par contre, des signes. Denis, tu devrais donner le détail mécanique du moteur dont tu m'as parlé cet après-midi. Parce que c'est quand même intéressant. Tout ça, c'est plus ou moins de la récupération. Donc, le moteur là du rotor, de la faux, plutôt, c'est un moteur qui vaut une fortune. Parce que c'est un moteur qui provient des anciens ordinateurs. Vous savez, les ordinateurs où il y avait des bandes, des gros machins IBM qu'on voit dans James Bond. C'est-à-dire c'est des moteurs, c'est des moteurs qui sont des moteurs induits plats. Alors je ne sais pas si ça vous passionne. C'est un disque qui est un circuit imprimé. C'est très très beau, hein. Quand on le démonte, c'est magnifique. Et c'est un couple énorme, enfin ça a une puissance énorme. Le seul truc, c'est que ça n'a pas d'inertie, c'est-à-dire que c'est fait pour être instantanément à la vitesse de rotation demandée. Mais moi j'ai remis un volant d'inertie, donc si ça heurte une racine, ça ne s'arrête pas, voilà. Donc en fait c'est amusant parce que c'est la récupération dans un objet très, très, très archaïque, en fait, une tondeuse, le rapport à l'agriculture, de matériaux très, au contraire, extrêmement sophistiqués. Dans ce type de moteur, il y a beaucoup d'or, beaucoup de métaux précieux. C'est pour ça que ça coûte très cher. Mais c'était fait pour... Comme les poules. Oui, c'est comme les poules. C'est comme les poules. Ouais, il y a un côté poule d'ailleurs. Voilà, donc c'est un peu une transformation de ces objets qui étaient faits pour tout à fait un autre but. Mais je ne sais toujours pas ce que je vais en faire. Je ne peux pas parler de ça un petit peu. Ça c'est le retour d'une installation que j'ai faite à Malte. Non, c'est la petite sœur. Non, c'est la même chose. C'est tout un travail autour de, puisque c'était à Malte, la question était de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire à Malte, et un des points très importants de l'imagerie maltaise, c'est la décollation de Saint-Jean-Baptiste qui est exposée dans la cour cathédrale à La Valette, qui est une œuvre du Caravage qui est absolument magnifique, immense, qui est vraiment quelque chose enfin vraiment c'est l'image emblématique de Malte. Donc j'ai travaillé beaucoup autour de cette idée de Saint-Jean-Baptiste, la décollation, qu'est-ce que c'est qu'une tête coupée, qu'est-ce que c'est que... Et puis les circonstances dans lesquelles ça s'est produit, c'est-à-dire le rapport à la danse de Salomé. Et peu à peu, plutôt que représenter une décollation de plus de Saint-Jean-Baptiste, je me suis plus intéressé à la figure de Salomé, notamment en essayant de trouver une autre interprétation
de Salomé qui est habituellement représentée comme une femme fatale, hein, c'est-à-dire dans toute l'histoire de l'art, c'est une femme formée, hein, qui a un plateau avec une tête d'homme coupé. Et au XIXe siècle, c'est encore pire, c'est-à-dire que c'est une femme nue, en général, la plupart très, très sexy. Donc le rapport à la sexualité est effrayant, quoi. Effrayant. Et bon, ça finit par être trop, tu vois. Ils sont tous vraiment cette espèce de fantasme de la femme fatale. J'ai trouvé que c'était un peu pénible à la fin. Et donc, c'est vrai que les textes parlent plutôt d'une petite fille, que Salomé n'est pas du tout une femme accomplie, enfin adulte. C'est plutôt une petite fille qui est prépubère et qui, quand elle danse, n'est pas du tout dans la sexualité, dans la séduction, comme on imagine que les peintres l'ont comprise. Et ça m'a beaucoup plus intéressé, le fait de la grâce, c'est-à-dire la grâce enfantine, qui aurait pu... Ça, c'est mon hypothèse. Après, on a le droit de faire toutes les hypothèses qu'on veut, dans la mesure où c'est une hypothèse, hein, c'est pas... Je n'oblige à rien. Mais je trouve ça plus original et plus intéressant de penser que lorsque Hérode... Moi, je vous rappelle l'histoire en deux mots. Hein. Hérode est marié, vit avec la femme de son frère, qui s'appelle Hérodiade. Et cette union scandaleuse est critiquée par Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est donc mis en prison. Et puis Hérodiade en veut beaucoup à Saint Jean-Baptiste, puisque il critique et puis il risque de retourner une partie de la population contre Hérode et Hérodiade à cause de cet acte-là. Alors, à ce moment, d'une manière fortuite, Hérode fête je ne sais quelle fête, et à l'issue du banquet, il demande à Salomé, la fille de Hérodiade, de danser. Il est tellement conquis, séduit par ce qu'il vient de voir, mais encore une fois, pour moi, c'est pas du tout une séduction sexuelle, c'est une séduction de pure grâce libre, de quelqu'un qui danse sans vouloir attirer quoi que ce soit comme bénéfice, hein, simplement par pur plaisir. Donc Hérode est tellement séduit par ce qu'il vient de voir qu'il demande à Salomé « Qu'est-ce que tu voudrais en échange de la beauté que tu viens de produire ?» Et elle est tellement naïve et ingénue, c'est qu'elle ne sait pas quoi répondre. Elle ne sait pas qu'elle vient de produire quelque chose d'émouvant et contre lequel elle pourrait obtenir une récompense. Elle n'en sait rien. Elle sait juste, encore une fois, c'est mon hypothèse, hein, elle sait juste, pris son plaisir dans la danse pure. Voilà. Alors il lui pose plusieurs fois la question, lui propose la moitié de son royaume, des choses extrêmement importantes. Et comme elle ne sait pas, elle demande à sa mère, et c'est la mère qui dit « Demande donc la tête de Saint Jean-Baptiste pour récompense de la danse que tu viens d'effectuer et qu'Hérode a beaucoup appréciée. » Donc c'est pareil, c'est pas Salomé qui demande, c'est la mère. Voilà, et donc à partir du moment où, c'est pour ça que j'ai appelé ça la perte de la grâce de Salomé, c'est qu'à partir du moment où elle accepte d'échanger ce qu'elle vient de produire contre quelque chose, elle perd sa grâce, elle perd la liberté qu'elle avait, le pur plaisir qu'elle pouvait avoir en dansant sans chercher à obtenir un acquiescement, une récompense, des applaudissements. Elle était dans la liberté et là elle vient de la perdre puisque
elle vient d'échanger ça contre quelque chose. En l'occurrence, la tête de Saint Jean-Baptiste. Voilà, donc j'ai inversé le propos, ce n'est plus la tête de Saint Jean-Baptiste, c'est la tête de Salomé qui métaphoriquement vient de la perdre. Quoi. Elle vient de perdre sa tête, elle vient de perdre sa grâce, elle vient de perdre ce qui faisait son charme et sa... Bon, je ne sais pas si ça suit. Tout ça est expliqué dans la dernière parution de Friville Édition. Merci. Un agent. Il est à vendre, je ne sais pas combien. Ah, Il faut le lire. Ça. c'est quoi, c'est lui? Oui, c'est le livre qui est là, où il y a toute la démarche justement qui est développée depuis le début en fait. 10 €, voilà, c'est ça. C'est pas moi qui ai ça. Bon, voilà. Donc les deux choses paraissent très éloignées, peut-être pas tant que ça. C'est-à-dire que lorsque j'aurais trouvé un terme, un nom pour la tondeuse, peut-être qu'on pourra embrayer sur Enfin, tondeuse décapitation. je sais pas. Ouais, voilà. Donc c'est Là, il y a... on recherche. Il y a un concret quelque part. Voilà.